6 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition de ses jumeaux, et chaque jour qui passait diminuait l'espoir de la mère de les revoir. Mais un jour fatidique, lorsqu'une femme sans abri lui demanda d'aller voir les toilettes du KFC, tout bascula en un instant. Pourquoi la femme sans abri était-elle si sûre de l'endroit où chercher, et quelle horrible vérité la mère allait-elle découvrir dans ces toilettes? Avant de commencer, indiquez en commentaire où vous regardez l'émission aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Emma Kiss sortit du commissariat, les épaules affaissées sous le poids de la déception et de la frustration. Le soleil radieux de Californie semblait se moquer de son désespoir tandis qu'elle descendait les marches menant au parking. Son esprit était un tourbillon d'émotions, rejouant la vive dispute qui venait de se produire à l'intérieur. Emma, attends. Elle marqua une pause et se retourna pour voir l'inspectrice Maya Kuda la suivre en courant. Le visage de l'inspectrice était marqué par l'inquiétude et une pointe de culpabilité. « Je suis désolé pour la tournure que ça a prise, » dit Maya, légèrement essoufflée. « On ne voulait pas écarter ta piste. On travaille sur cette affaire depuis plus d'un mois maintenant, et chaque impasse me donne l'impression d'un échec personnel. » Emma hocha la tête, comprenant la position de Maya, mais incapable de dissiper sa frustration. « Je sais que vous faites de votre mieux, inspecteur Kuda. Mais cet homme qui m'a contacté pour me proposer de voir les filles à New York, ça me semblait crédible. » Maya soupira en passant une main dans ses courts cheveux noirs. « Je comprends, Emma, mais il faut voir les choses de notre point de vue. La récompense que vous proposez sur ces affiches disparues attire toutes sortes de personnes en quête d'un salaire rapide. Et si ce n'était pas réel? » La voix d'Emma s'éleva légèrement. Et si Freya et Sophia avaient été kidnappées et emmenées hors de l'État? On ne peut pas ignorer cette possibilité. Nous ne l'ignorons pas, lui assura Maya. Nous avons lancé des alertes dans les 24 heures suivant votre signalement le mois dernier. S'ils avaient quitté l'État, ils auraient dû voyager sous d'autres identités. Mais Emma, il faut savoir qu'ils pourraient encore être ici, en Californie. Emma secoua la tête, la frustration la submergeant. On n'a rien trouvé ici, pas de traces, pas de preuves. Il faut élargir nos recherches. Maya posa une main réconfortante sur le bras d'Emma. Je te promets qu'on va enquêter sur la piste de New York. Il faut juste être minutieux et méthodique. Tu peux nous faire confiance? Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. J'essaie, murmura-t-elle. Mais chaque jour qui passe, j'ai l'impression de perdre tout espoir de revoir mes filles un jour. L'expression de Maya s'adoucit. Je n'imagine pas ce que tu traverses, Emma. Mais ne perds pas espoir. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous les ayons trouvées. Après une dernière pression rassurante sur le bras d'Emma, l'inspecteur Kuda retourna au poste. Emma la regarda partir, puis se retourna et se dirigea vers sa voiture, l'esprit déjà bourdonnant de projets pour la journée à venir. Elle s'installa au volant et jeta un coup d'œil à la pile de dépliants de personnes disparues côté passager. Les visages souriants de Freya et Sophia lui rayonnaient, leurs yeux verts assortis et leurs cheveux blonds vénitiens lui rappelant douloureusement ce qu'elle avait perdu. 6 semaines. Cela faisait 6 semaines que ses jumelles avaient disparu sans laisser de traces. Emma démarra le moteur, la détermination s'installant. Elle avait pris un mois de congé, mais c'était son nouveau travail à temps plein, trouver ses filles. Pendant des heures, elle a parcouru la ville en voiture, s'arrêtant à chaque station de bus, bouche de métro, restaurant et sortie de centre commercial qu'elle trouvait. Elle a accroché de nouvelles affiches, remplacé celles déchirées ou décolorées, et parlé à qui voulait l'entendre de la disparition de ses filles. À mesure que l'après-midi avançait, l'épuisement s'installait. Emma regarda sa montre, 15 heures, le rush du déjeuner était terminé, ce qui était le moment idéal pour une pause café bien méritée. Elle repéra un KFC à proximité et se gara sur le parking. Avant d'entrer dans le restaurant, Emma accrocha ses dernières affiches au mur extérieur. Elle recula et regarda une dernière fois les visages des filles. Avec un profond soupir, elle sortit son téléphone et parcourut ses messages, seules des fausses pistes, des trolls, des arnaques et même quelques appels menaçants remplissaient sa boîte de réception.
S'il te plaît, murmura-t-elle, qu'aujourd'hui soit le jour où quelqu'un les verra. Que ce soit la pause dont nous avons besoin. Après avoir jeté un dernier coup d'œil aux affiches, Emma rangea son téléphone dans sa poche et attrapa la poignée de la porte du KFC. Mais quelque chose attira son attention. Une femme sans abri, peut-être du même âge qu'Emma, était blottie près de l'entrée. À cet instant, Emma ressentit une vague de compassion, une autre âme avait visiblement perdu quelque chose de précieux. Sans hésiter, Emma s'approcha de la femme et lui tendit quelques billets de son portefeuille. Le regard de la sans-abri se porta sur les affiches de personnes disparues. « Vous les cherchez ?» demanda-t-elle d'une voix rauque mais claire. Le cœur d'Emma fit un bond. « Oui » répondit-elle prudemment. « Je suis Emma, leur mère. » Pourquoi cette question? Les yeux de la femme, bien qu'injectés de sang, brillaient d'une lueur de reconnaissance. « Je les ai déjà vus, dit-elle. Juste là, dans ses robes bleues Hello Kitty. » Emma sentit son souffle se bloquer. Elle observa attentivement la femme, à la recherche d'un quelconque signe d'ivresse, mais malgré son apparence échevelée, son regard était fixe et ses mouvements semblaient coordonnés. « Quand les as-tu vus ?» demanda Emma d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'était il y a environ un mois, je crois, » répondit la sans-abri, les sourcils froncés de concentration. « Oui, ça me semble bien. » Le cœur d'Emma s'emballa. La chronologie correspondait à la disparition des filles. Elle s'accroupit près de la femme, veillant à ne pas la bousculer. « Pouvez-vous m'en dire plus? Qu'avez-vous vu exactement ?» La femme hocha la tête, le regard perdu dans le vague à l'évocation du souvenir. « Je m'en souviens parce que c'était rare que j'aie assez d'argent pour un vrai repas. Je faisais la queue au comptoir et c'est là que je les ai aperçues, deux petites filles vêtues de robes bleues Hello Kitty assorties. Elles étaient si adorables que je n'ai pas pu m'empêcher de les remarquer. » Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle écoutait. « Tu as vu avec qui ils étaient? » La sans-abri secoua la tête. « Je suis désolé, je ne me souviens plus de ce moment-là. Il y avait foule. Mais je me souviens les avoir vus entrer dans les toilettes. » La salle de bain, répéta Emma, l'esprit en ébullition. Oui, confirma la femme. Je les ai vus entrer, mais je ne me souviens pas les avoir vus sortir. Mais j'étais concentré sur ma commande. Emma se leva brusquement, le cœur battant. Merci, dit-elle en lui remettant l'argent dans la main. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. Sans attendre de réponse, Emma se précipita dans le KFC, scrutant le restaurant du regard. Elle se dirigea droit vers les toilettes, ignorant les regards curieux des autres clients. Les toilettes des femmes étaient vides, mais Emma inspecta quand même chaque cabine, ses espoirs s'accumulant à chaque poussée de porte, sans rien trouver. Elle hésita un instant avant de se faufiler dans les toilettes des hommes, certaine qu'il n'y avait personne. Jetant un coup d'œil sous la dernière cabine, la porte s'ouvrit derrière elle. Emma se retourna et vit un concierge debout, l'air confus et légèrement alarmé. « Madame, demanda-t-il avec hésitation, vous allez bien? Ce sont les toilettes pour hommes. » Emma sentit ses joues rougir de gêne. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. Je croyais avoir perdu quelque chose. C'est une erreur. » Le concierge hocha la tête, toujours sceptique. « Eh bien, si vous avez perdu quelque chose, je surveillerai pendant ma tournée de nettoyage. » « Merci, » dit Emma rapidement en le dépassant pour se diriger vers la porte. « J'ai dû l'oublier ailleurs. Désolé pour la confusion. » En sortant des toilettes pour hommes, une vague de défaite l'envahit. Elle était persuadée que cette piste allait aboutir, mais une fois de plus, elle repartit bredouille. Avec un profond soupir, elle décida d'utiliser les toilettes des femmes avant de partir. Emma entra dans une cabine, l'esprit encore bourdonnant d'idées. Alors qu'elle tendait la main vers le papier toilette, quelque chose attira son regard. Coincée derrière la poubelle, une lueur familière brillait. Son cœur battait fort tandis qu'elle repoussait la poubelle et se baissait. Ses doigts se refermèrent sur une paire de lunettes, dont les verres étaient recouverts d'une fine couche de poussière. Emma les sortit, le souffle coupé.
La monture en plastique brun rougeâtre était reconnaissable entre mille, identique à celle que portait Freya. D'une main tremblante, elle porta les lunettes jusqu'au lavabo et les lava délicatement. Son esprit se remémora le jour où elle avait fait graver le nom de Freya sur la branche des lunettes. En les retournant, elle le vit, clair comme de l'eau de roche, Clédée Freya, gravé dans le plastique. Un sanglot s'échappa des lèvres d'Emma tandis qu'elle serrait ses lunettes contre sa poitrine. La sans-abri disait vrai, ses filles étaient venues ici, dans ces mêmes toilettes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première preuve tangible qu'elle trouvait depuis si longues semaines. Avec une détermination renouvelée, Emma redressa les épaules et sortit des toilettes. Elle avait désormais une piste, et elle n'allait pas la laisser filer. Emma émergea dans la zone principale du restaurant, les lunettes de Freya serrées fermement dans sa main, son esprit s'emballant pour traiter cette nouvelle information et planifier son prochain mouvement. Avec le concierge qu'elle avait croisé plus tôt. « Oh, excusez-moi, dit-elle en se ressaisissant. Puis une idée lui vint. « Au fait, monsieur, puis-je vous demander quelque chose ?» Le concierge hocha la tête, s'appuyant sur sa serpillière. « Bien sûr, madame. En quoi puis-je vous aider ?» Emma leva les lunettes. « As-tu par hasard vu deux petites filles portant des robes bleues Hello Kitty il y a environ un mois ?» L'une d'elles devait porter ses lunettes. Le concierge fronça les sourcils en réfléchissant. « Je suis désolé, madame, mais je ne peux pas dire que je l'ai fait. Ce n'était peut-être pas pendant mon service, et pour être honnête, un mois, c'est long pour se souvenir de certains clients. » Le cœur d'Emma se serra un peu, mais elle insista. « Et les toilettes des femmes ? Vous faites le ménage aussi ?» Le concierge secoua la tête. « Non, madame. Je ne m'occupe que des toilettes pour hommes. Nous avons une femme de ménage pour les toilettes pour femmes, mais elle n'est pas là aujourd'hui. » Je vois, dit Emma en essayant de cacher sa déception. Bon, merci quand même. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui aurait pu travailler ce jour-là? Peut-être quelqu'un au comptoir? Le concierge fit un geste vers l'entrée du restaurant. Vous pourriez essayer de demander au personnel là-haut. Ils se souviendront peut-être de quelque chose. Emma le remercia et se dirigea vers le comptoir. C'était un moment calme, sans file d'attente. La jeune caissière leva les yeux à l'approche d'Emma, lui adressant un sourire entendu. Bienvenue chez KFC. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Emma prit une grande inspiration, se rassemblant. Je ne suis pas là pour commander. Je cherche des informations sur mes filles. Elle brandit les verres. J'ai trouvé ça dans vos toilettes. Ils appartiennent à ma fille Freya. Elle et sa sœur jumelle ont disparu depuis 6 semaines. Le sourire du caissier s'estompa, remplacé par un air inquiet. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Mais je crains de ne pas me souvenir d'avoir vu de jumeaux récemment. S'il vous plaît, dit Emma d'une voix légèrement éraillée. Elle portait des robes Hello Kitty bleues assorties. Ça devait faire environ un mois. La caissière secoua la tête en signe d'excuse. Je suis vraiment désolé, mais je ne me souviens pas les avoir vus. Je vais demander aux autres. Elle se retourna et appela ses collègues en cuisine. Salut les gars, vous pouvez venir une seconde? Quelques employés supplémentaires se rassemblèrent au comptoir, et la caissière leur expliqua la situation. Emma leur montra les verres et décrivit les filles, mais chaque employé hocha la tête à son tour. Alors qu'Emma était sur le point de perdre espoir, le directeur sortit de l'arrière-boutique. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, son regard passant de ses employés à Emma. « Monsieur » dit Emma en se tournant vers lui. « Je m'appelle Emma Keyes. Mes jumelles ont disparu depuis 6 semaines, et je viens de trouver des preuves de leur présence dans votre restaurant il y a environ un mois. » Elle brandit les verres. « Pourrais-je visionner vos images de sécurité de ce jour-là » Le gérant, dont le badge indiquait Kenny Brown, fronça légèrement les sourcils. « Je suis vraiment désolé pour vos filles, Madame Keyes, mais nous ne pouvons pas donner accès à nos images de surveillance à quiconque le demande. Il nous faudrait une confirmation de la police pour une telle chose. » Emma hocha la tête,
compréhensive mais frustrée. Bien sûr. Je comprends. Je vais appeler l'inspecteur en charge de l'affaire immédiatement. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de l'inspecteur Kuda, priant silencieusement pour qu'il décroche. Après quelques sonneries, elle entendit la voix de Maya à l'autre bout du fil. Inspecteur Kuda à l'appareil. Maya, c'était Emma Keyes, dit-elle rapidement. Je suis au KFC sur Lincoln Boulevard. J'ai trouvé les lunettes de Freya ici, et j'ai besoin de votre aide pour accéder aux images de sécurité. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Tu as trouvé ces lunettes, Emma? C'est important. J'arrive dès que possible. En attendant, peux-tu me passer le téléphone du directeur? Emma tendit son téléphone à Kenny, qui écouta attentivement l'inspecteur Kuda. Après quelques instants, il acquiesça. Oui, bien sûr, inspecteur. Nous coopérons pleinement. Je vais commencer à préparer les images. Il rendit le téléphone à Emma, qui confirma rapidement quelques détails supplémentaires avec Maya avant de raccrocher. Kenny se tourna vers Emma, son expression s'adoucissant sensiblement. Madame Keyes, si vous voulez bien attendre dans mon bureau, je vais commencer à récupérer ces images. L'inspecteur devrait bientôt arriver. Emma hocha la tête avec reconnaissance et suivit Kenny jusqu'à l'arrière-boutique. Installée dans un fauteuil, son esprit était submergé par un tourbillon d'émotions, espoir, peur, anticipation tandis qu'elle attendait l'arrivée de l'inspecteur Kuda et la chance de découvrir enfin ce qui était arrivé à ses précieuses filles. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. Emma serrait les lunettes de Freya dans ses mains, caressant sans cesse du pouce le nom gravé. La forme et le poids familier des montures ravivaient un flot de souvenirs, le sourire enthousiaste de Freya lorsqu'elle les avait reçus, la façon dont elle les remontait sur son nez pour se concentrer sur un livre, les moments où Emma devait lui rappeler de ne pas les laisser sur le comptoir de la salle de bain. Un léger coup frappé à la porte tira Emma de sa rêverie. Kenny passa la tête à l'intérieur. Madame Keyes. L'inspecteur Kuda est là. Emma se leva vivement lorsque Maya entra dans la pièce, le visage mêlant inquiétude et détermination. Emma, dit-elle chaleureusement en posant une main réconfortante sur son épaule, dis-moi tout. Tandis qu'Emma racontait sa conversation avec le concierge et la découverte des lunettes, Maya écoutait attentivement, prenant des notes dans son petit carnet. Lorsqu'Emma eut terminé, l'inspectrice se tourna vers Kenny. Monsieur Brown, avez-vous retrouvé les images du jour en question? Kenny hocha la tête en désignant son ordinateur. J'ai récupéré les enregistrements d'il y a 6 semaines, le jour de la disparition des filles. Il faudra les analyser heure par heure. Alors, commençons, dit Maya en tirant une chaise. Pendant les heures qui suivirent, Emma, Maya et Kenny scrutèrent les images de sécurité. Ils observèrent les allées et venues d'innombrables clients, Emma cherchant désespérément à apercevoir ses filles. Alors qu'elle commençait à perdre espoir, Maya se pencha soudain en avant et pointa l'écran du doigt. La voilà, s'exclama-t-elle. Regardez, par l'entrée de service. Le cœur d'Emma se serra en les voyant, Freya et Sophia, main dans la main, leur robe bleue Hello Kitty reconnaissable entre toutes. Elles étaient conduites par un homme grand en sweat à capuche, le visage masqué par l'angle de la caméra. Oh mon Dieu, murmura Emma, la voix étranglée par l'émotion. C'est eux. C'est vraiment eux. Elles regardèrent l'homme guider les filles directement vers les toilettes, contournant complètement le comptoir. Emma fronça les sourcils, remarquant quelque chose d'étrange dans le comportement des filles. Elles n'ont pas l'air effrayées, dit-elle, la confusion perceptible dans sa voix. On dirait qu'elles le connaissent. Maya hocha la tête, les sourcils froncés de concentration. Emma, la démarche de cet homme te semble familière? Il y a quelque chose de particulier dans sa démarche. Emma observa la silhouette sur l'écran, observant ses mouvements. Il boitait légèrement, ses pas étaient lourds, ce qui lui rappelait quelque chose, mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à le retrouver. Je ne suis pas sûr. Je ne vois personne en particulier. L'inspectrice nota une note dans son carnet,
je vais demander à nos analystes de passer ça dans notre système. Parfois, la démarche d'une personne peut être aussi révélatrice qu'une empreinte digitale. Ils continuèrent à observer, mais l'angle de la caméra rendait difficile d'en voir davantage, le visage de l'homme était caché par son sweat à capuche, sa casquette et ses lunettes de soleil, et les toilettes étaient en grande partie hors champ. Après avoir visionné les images à plusieurs reprises, Maya se rassit en soupirant. C'est une piste solide, Emma. Il faudra rapporter ça au commissariat pour une analyse plus approfondie. Emma hocha la tête, l'esprit encore bouleversé par la vision de ses filles à l'écran. Et les lunettes de Freya? Tu peux les utiliser comme preuve. Absolument, dit Maya en lui tendant un sac de preuves. On va faire des tests pour voir si on peut trouver de l'ADN ou des empreintes digitales autres que celles de Freya. Le cœur lourd, Emma rangea les lunettes dans le sac. Elle avait l'impression de donner un morceau de sa fille, mais elle savait que c'était nécessaire. Alors que Maya demandait une copie des images à Kenny, Emma eut une pensée soudaine. Pourrais-je en avoir une aussi, demanda-t-elle en sortant une clé USB de son sac à main, au cas où elle remarquerait quelque chose plus tard. Kenny hésita, attendant l'approbation de Maya. La détective acquiesça, et Kenny copia les fichiers sur le disque dur d'Emma. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le téléphone d'Emma vibra, accompagné d'un SMS de son mari. Daniel, n'oublie pas la soirée jeu en famille à 19h, on reçoit. Tout le monde arrive, peux-tu prendre un encas en rentrant? Je t'aime. Emma ferma les yeux et expira lentement. L'idée de faire bonne figure devant la famille turbulente de Daniel était presque insupportable. Mais en regardant la clé USB dans sa main, elle sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Je serai là, répondit-elle, sa détermination se renforçant. Elle devait persévérer pour Freya et Sophia, et peut-être seulement ce serait le déclic nécessaire pour ramener ses filles à la maison. Emma jeta un coup d'œil à sa montre en sortant du bureau du directeur, 18h20. Le temps avait filé à toute vitesse dans le bureau de Kenny, et elle approchait à grands pas de la soirée jeu en famille. Une partie d'elle n'avait qu'une envie, rentrer chez elle, se blottir devant son ordinateur portable et revoir les images encore et encore. Mais elle savait que Daniel et sa famille comptaient sur elle. Avec un soupir, elle se tourna vers le comptoir du KFC. Je prendrai 3 seaux de poulet et de grandes frites, dit-elle au caissier. Après réflexion, elle ajouta, et un menu 3 pièces avec de l'eau, s'il vous plaît. En attendant sa commande, l'esprit d'Emma se tourna vers la femme sans abri qui lui avait donné cette piste cruciale. Elle ressentit une vague de gratitude mêlée à un pincement de culpabilité de ne pas avoir pensé à elle plus tôt. Une fois sa commande prête, Emma équilibra soigneusement la nourriture et sortit. À son grand soulagement, la sans-abri était toujours là, somnolent contre le mur du restaurant. « Excusez-moi, dit doucement Emma, tapotant doucement l'épaule de la femme alors qu'elle s'accroupissait à ses côtés. La femme se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés en reconnaissant Emma. « Oh, c'est encore toi, dit-elle, la voix engourdie par le sommeil. Emma sourit chaleureusement en lui tendant le menu. « Je voulais vous remercier comme il se doit pour votre aide. Grâce à ce que vous m'avez dit, j'ai trouvé une nouvelle piste concernant mes filles. » Le visage de la femme s'illumina lorsqu'elle accepta la nourriture. « Vraiment? Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Je suis ravi d'avoir pu vous aider. Je ne vous ai jamais demandé votre nom. » Emma réalisa, « Maggie ?» La femme hocha la tête. « Maggie Laguna. C'est un très beau prénom. »« Maggie, » dit Emma, « je suis Emma Keyes. Écoute, si j'ai besoin de te retrouver, où puis-je aller? » Maggie réfléchit un instant. « Je suis généralement dans le coin ou près du marché fermier, à quelques rues d'ici. Impossible de me rater. C'est moi qui porte le panneau en carton et qui ai une personnalité charmante, ajouta-t-elle avec un sourire ironique. Emma gloussa, ressentant un véritable moment de légèreté pour la première fois depuis des semaines. « Maggie, je te promets une chose, quand je retrouverai mes filles, je reviendrai te le dire. Tu m'as redonné espoir quand j'en avais le plus besoin. » Les yeux de Maggie se remplirent de larmes. «
Je prierai pour toi et tes filles, Emma. J'espère que tu les retrouveras bientôt. Après un dernier merci et un dernier au revoir, Emma retourna à sa voiture. S'installant au volant, elle prit une grande inspiration, essayant de se recentrer. Les événements de la journée se bousculèrent dans sa tête, la déception au commissariat, la piste inattendue de Maggie, le moment bouleversant où elle aperçut ses filles sur les images de sécurité. Elle but une longue gorgée de son soda, ayant besoin de ce regain de sucre pour tenir le coup jusqu'à la fin de la soirée. En quittant le parking, la détermination d'Emma se renforça. La police avait maintenant les images et, avec un peu de chance, elle pourrait identifier l'homme grâce à sa démarche caractéristique. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que ce qu'ils avaient eu ce matin-là. La circulation du soir était dense et Emma se retrouva coincée dans une marée de voitures quittant le travail. Elle envoya un SMS à Daniel pour s'excuser de son retard et imputer la faute à la circulation. Tandis qu'elle avançait lentement sur l'autoroute, son esprit revenait sans cesse à la clé USB dans son sac à main. Elle avait hâte de revoir les images, de scruter chaque image à la recherche d'indices qu'ils auraient pu manquer. Lorsqu'Emma arriva enfin dans son allée, plusieurs voitures étaient déjà garées le long de la rue. Elle entendait des rires et des conversations étouffées provenant de l'intérieur de la maison. Prenant une grande inspiration, elle rassembla la nourriture et se prépara à l'assaut de la famille turbulente de Daniel. En ouvrant la porte d'entrée, le bruit la frappa comme une vague, les frères de Daniel étaient rassemblés autour de la table basse, absorbés par demander à ChatGPT. On aurait dit une partie de société intense. Leur mère, Laura, était dans la cuisine avec la belle-sœur de Daniel, en train de disposer les assiettes et les serviettes. Les enfants, affalés devant la télé, manette à la main, s'affrontaient à un jeu vidéo. « Je suis rentrée », cria Emma, essayant d'insuffler un peu de gaieté dans sa voix. « Désolée d'être en retard, j'ai apporté du poulet. » Un concert de salutations et de remerciements l'accueillit tandis qu'elle se dirigeait vers la table de la salle à manger. Elle aperçut Daniel toujours absorbé par une partie de société avec ses frères. Une envie irrésistible de le prendre à part et de lui raconter la journée, mais voyant son air détendu et heureux, elle hésita. Au lieu de cela, elle s'approcha de lui et lui toucha doucement l'épaule. « Salut, je suis de retour. » Daniel leva les yeux, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée ?» Cette simple question faillit briser le sang-froid d'Emma. Comment pouvait-elle résumer les montagnes russes émotionnelles des dernières heures? Mais en regardant Daniel dans les yeux, en y voyant l'amour et l'inquiétude, elle comprit qu'elle ne pourrait pas le lui cacher. « En fait, dit-elle à voix basse, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. L'inspecteur Kuda et moi, nous avons trouvé de nouvelles preuves. » L'expression de Daniel changea aussitôt. Son sourire insouciant fit place à une concentration intense. Il se tourna vers son jeune frère Kevin. « Et, je vais rester sur le banc pour ce tour. Continuez à jouer. » Tandis que Daniel se levait, le reste de la famille sembla ressentir le changement d'atmosphère. Emma sentit leur regard curieux se poser sur elle tandis qu'elle et Daniel montaient à l'étage pour rejoindre leur chambre, cherchant un moment d'intimité au milieu du chaos de la soirée jeu. Tandis qu'Emma et Daniel montaient l'escalier, les bruits du rassemblement familial s'estompèrent pour laisser place à un bruit sourd. Le cœur d'Emma battait fort, son esprit s'emballait tandis qu'elle cherchait une explication à tout ce qui s'était passé. Une fois dans leur chambre, Daniel ferma la porte et se tourna vers elle, l'air mêlé d'espoir et d'appréhension. « Emma, que se passe-t-il? Quelle preuve as-tu trouvé ?» Emma prit une grande inspiration pour se calmer. Elle fouilla dans son sac et en sortit la clé USB, la tenant à la vue de Daniel. « J'ai trouvé les lunettes de Freya au KFC aujourd'hui, celui de Lincoln Boulevard, » commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Et on a des images de sécurité des filles le jour de leur disparition. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi? Comment as-tu trouvé ça ?» Emma raconta rapidement sa conversation avec Maggie, la sans-abri, et la découverte qui s'ensuivit dans les toilettes. Tout en parlant, elle se dirigea vers leur ordinateur, inséra la clé USB et afficha la vidéo.
Daniel se pencha, le souffle coupé par la lecture de la vidéo. Emma désigna l'écran, son doigt tremblant légèrement. Là, près de l'entrée de derrière. Vous les voyez? Un sanglot étouffé s'échappa de la gorge de Daniel en voyant ses filles, leur robe bleue Hello Kitty reconnaissable entre mille, même sur les images granuleuses. Oh mon Dieu, murmura-t-il. C'est vraiment elle. Dans un silence profond, ils observèrent un homme conduire les filles vers les toilettes. Daniel fronça les sourcils, les yeux fixés sur la silhouette mystérieuse. Qui est-ce? Demanda-t-il d'une voix crispée par la colère et la peur. Et pourquoi les filles semblent-elles si calmes avec lui? Emma secoua la tête. On ne sait pas, son visage est caché. Mais l'inspecteur Cuda a remarqué quelque chose dans sa démarche. Vous voyez comme il boite légèrement? Il pourrait peut-être l'identifier à sa démarche. Daniel se pencha pour observer les mouvements de l'homme. Il a une démarche particulière, murmura-t-il. Et c'est un grand gaillard, mais je ne connais personne qui corresponde à cette description. À ce moment précis, le téléphone d'Emma vibra, signalant un appel entrant. Son cœur bondit lorsqu'elle vit qu'il s'agissait de l'inspecteur Cuda. Maya, répondit-elle rapidement. As-tu trouvé quelque chose? Daniel observait Emma avec anxiété, son visage s'assombrissant à chaque seconde qui passait. Lorsqu'elle raccrocha enfin, elle avait l'air abattue. Ils n'ont pas pu l'identifier à sa démarche, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il y a trop de gens qui ont des démarches similaires dans leur organisme. Et son visage est trop masqué par son sweat à capuche et ses lunettes de soleil pour être reconnu. Daniel serra Emma dans ses bras tandis qu'elle retenait ses larmes. Et, ça va aller, dit-il doucement en lui caressant les cheveux. C'est encore plus dur que ce matin. La police sait où les filles ont été vues pour la dernière fois, c'est énorme. Emma hocha la tête contre sa poitrine, essayant de puiser de la force dans ses paroles. Au bout d'un moment, elle se recula en s'essuyant les yeux. Maya a dit qu'ils allaient ratisser les alentours du KFC pour voir si quelqu'un se souvient de quelque chose de suspect ce jour-là. Daniel lui serra la main pour la rassurer. C'est bien. Quelqu'un a dû voir quelque chose. Il faut juste continuer à avancer, garder espoir. Emma parvint à esquisser un petit sourire, reconnaissante du soutien indéfectible de Daniel. Tu as raison. On ne peut pas abandonner maintenant. Ils restèrent là un moment, se réconfortant mutuellement. Puis, à contre-cœur, Daniel jeta un coup d'œil à la porte de la chambre. On devrait probablement redescendre, dit-il. Ils se demanderont où nous avons disparu. Emma hocha la tête et prit une grande inspiration pour se calmer. Main dans la main, elles redescendirent, se préparant à l'interaction familiale qui les attendait. Lorsqu'ils arrivèrent au salon, Laura, la mère de Daniel, remarqua immédiatement leur air sombre. Elle s'excusa et s'approcha d'eux, l'inquiétude lue sur son visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, les conduisant dans un coin plus calme de la pièce. Daniel et Emma échangèrent un regard avant que Daniel ne prenne la parole. « Maman, il y a eu du nouveau dans l'affaire, dit-il à voix basse. Emma a trouvé de nouvelles preuves aujourd'hui. » Les yeux de Laura s'écarquillèrent et elle serra fermement la main d'Emma. « Oh, ma chérie, qu'as-tu trouvé ?» Tandis qu'Emma racontait une fois de plus les événements de la journée, elle fut frappée par le mélange d'espoir et d'angoisse sur le visage de Laura. Lorsqu'elle eut terminé, Laura les serra toutes les deux dans ses bras. « Mes enfants courageux et forts, murmura-t-elle. Vous avez traversé tant d'épreuves. » Elle recula, l'air déterminé. « J'y réfléchissais, il serait peut-être temps d'engager un détective privé. » Daniel commença à protester, mais Laura leva la main pour l'en empêcher. « Notre entreprise familiale marche exceptionnellement bien ces derniers mois. Laisse-moi faire ça pour toi, pour les filles. Un détective privé pourrait être plus rapide et plus précis que la police. » Emma et Daniel échangèrent un regard où une étincelle d'espoir s'alluma entre eux avant que le frère aîné de Daniel, Dyson, ne s'approche du groupe. « Et, c'est quoi tous ces visages sérieux ?» demanda-t-il d'un ton léger mais le regard inquiet.
Comment se passe la recherche de mes nièces préférées? Emma ressentit un pincement au cœur à l'évocation des filles. Dyson avait toujours été si gentil avec Freya et Sophia, les comblant d'attention et de cadeaux à chaque réunion de famille. Elle savait qu'elle devait lui manquer terriblement aussi. En fait, Dyson, dit-elle, prenant une décision en une fraction de seconde, je me demandais si tu pouvais nous aider. On essaie de faire connaître les filles autant que possible. Pourrais-tu partager leurs photos sur les réseaux sociaux? Tu as beaucoup d'abonnés. Le visage de Dyson s'illumina. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour aider. Je publierai un article à leur sujet immédiatement et je demanderai à mes abonnés de le faire savoir. Alors que Dyson sortait son téléphone, Emma ressentit un léger sentiment d'accomplissement. Chaque petit geste comptait, et qui sait, peut-être que quelqu'un de son entourage reconnaîtrait les filles. La soirée jeu en famille se poursuivait autour d'eux, les rires et les bavardages contrastaient fortement avec les conversations animées dans leur coin. Mais en regardant les visages de sa famille élargie, tous prêts à aider de leur mieux, Emma ressentit une détermination renouvelée. Elle retrouverait Freya et Sophia. Il le fallait. Et avec le soutien de leur famille, c'est possible. Child, Maggie et Hank retournèrent à la ferme Becca. Les phares du camion de Maggie perçaient l'obscurité, illuminant la route de campagne déserte devant eux. Tous deux étaient tendus, le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire pesant lourdement sur leurs épaules. Alors qu'ils approchaient de la sortie menant à la propriété de Clay, Maggie éteignit ses phares et s'arrêta lentement, garant le camion derrière un épais bosquet d'arbres qui le dissimulerait. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, s'imprégnant de l'ampleur de leur décision. « Tu es sûr de toi ?» demanda Hank une dernière fois, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maggie hocha la tête, le visage figé par la détermination. « Il faut qu'on le sache, Hank. On ne peut pas s'en tirer comme ça. » Prenant une profonde inspiration, ils sortirent du camion et commencèrent à marcher vers la ferme. La lune, presque pleine, projetait une étrange lumière argentée sur le paysage, créant des ombres profondes qui semblaient se déplacer et se mouvoir à mesure qu'ils marchaient. Alors qu'ils approchaient de la limite de la propriété de Clay, Hank saisit soudain le bras de Maggie et l'arrêta. « Attends » murmura-t-il d'un ton pressant. « J'ai une idée. » Maggie le regarda d'un air interrogateur tandis qu'il continuait. « Je vais à la maison distraire Clay. Je lui dirai que je dois discuter de la prochaine livraison de foin ou de quelques factures. Pendant que je l'occupe, tu peux fouiller la ferme. » Maggie réfléchit un instant au plan avant d'acquiescer. C'était risqué, mais cela leur donnait la meilleure chance de chercher sans se faire prendre. Ils s'approchèrent furtivement de la ferme, se faisant discrets et profitant de l'ombre pour se mettre à couvert. Arrivé en vue du porche, Hank serra rapidement la main de Maggie avant de sortir à découvert et de se diriger résolument vers la maison. Maggie regarda Hank frapper à la porte, le cœur battant la chamade. Après ce qui lui sembla une éternité, la porte s'ouvrit et elle distingua la silhouette de Clay dans l'embrasure. Elle entendit le murmure des voix tandis que Hank engageait la conversation avec Clay, l'entraînant plus loin dans la maison. Prenant une grande inspiration pour se calmer, Maggie commença à bouger. Elle se dirigea vers la grange, où elle avait trouvé le bandeau plus tôt, les yeux constamment scrutant le moindre signe de mouvement ou de danger. La porte de la grange grinça légèrement lorsqu'elle l'ouvrit, et Maggie grimaça. Elle se glissa à l'intérieur, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. L'odeur du foin et des animaux emplit ses narines tandis qu'elle avançait prudemment dans l'espace. Le regard de Maggie scrutait les alentours, à la recherche de quelque chose d'anormal, d'un signe qui pourrait la mener à Fiona. Elle scrutait chaque recoin, derrière les bottes de foin et dans les stalles vides, son cœur battant à chaque pas. L'espoir et la peur la. D'une voix basse, à peine plus forte qu'un murmure, elle appela « Fiona ?»« Fiona, es-tu là ?» Elle s'arrêta, écoutant attentivement, mais n'entendit que le léger bruissement des animaux et le bruit lointain du vent dehors. S'enfonçant dans la grange, Maggie s'approcha de l'endroit où elle avait trouvé le bandeau plus tôt. Elle scruta le sol, espérant le retrouver, mais il avait disparu. Clay l'avait-il retiré après sa précédente visite? Alors qu'elle s'apprêtait à partir,
un bruit attira son attention. Il était faible, si faible qu'elle crut presque l'avoir imaginé, mais elle l'entendit à nouveau, une voix douce et étouffée, « À l'aide, bonjour, je suis là. » Maggie retint son souffle. La voix venait des enclos à cochons. Les jambes tremblantes, elle s'avança vers le bruit, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il la trahirait. Alors qu'elle s'approchait d'une des cages à cochons, la voix devint légèrement plus forte. Maggie grimpa sur le bord de l'enclos et regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit la figea de stupeur. Là, dans un coin de la cage, parmi les cochons, se tenait une petite silhouette, une petite fille, un bras enchaîné à un poteau. Son corps était couvert de poussière et de crasse, mais malgré la crasse, Maggie pouvait distinguer ses cheveux roux si reconnaissables. Pendant un instant, Maggie s'arrêta de respirer. Elle cligna rapidement des yeux, certaine d'avoir une hallucination, mais l'image devant elle ne changea pas. D'une voix tremblante, elle murmura, « Fiona, c'est toi? Qui t'a fait ça ?» La fille leva les yeux écarquillés par la peur. Elle ne répondit pas, semblant trop effrayée pour parler. L'esprit de Maggie s'emballa, elle avait besoin d'aide, de sortir Fiona de là. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa le 911. Lorsque le centraliste répondit, les mots de Maggie jaillirent d'une voix précipitée. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai retrouvé ma fille où elle a disparu depuis 10 ans enfermée dans une cage à cochons à la ferme Becca. Envoyez quelqu'un rapidement. » Le répartiteur lui assura que les policiers étaient en route, mais pour Maggie, chaque seconde lui parut une éternité. Elle resta près de la cage, parlant doucement à Fiona, lui assurant que les secours arrivaient et que tout irait bien. Son cœur battait fort tandis qu'elle attendait l'arrivée des policiers, les yeux rivés sur la cage à cochons où Fiona était enchaînée. Le silence de la grange n'était troublé que par le léger grognement des cochons et sa propre respiration saccadée. Elle pria en silence pour que les secours arrivent avant que Clay ne découvre sa présence. Soudain, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant, le bruit résonnant de façon inquiétante dans l'espace caverneux. Maggie se figea, le corps figé par la peur, lorsque Clay apparut dans l'embrasure de la porte. Il resta immobile, encadré par l'entrée, sa silhouette éclairée par la lune. La conscience que son secret avait été découvert transparaissait dans ses yeux, qui s'écarquillèrent sous un mélange de choc et de colère. Pendant un instant terrifiant, Maggie crut que Clay allait se jeter sur elle pour la faire taire avant l'arrivée des secours. Son esprit s'emballa, se demandant où était Hank, si Clay lui avait fait quelque chose, pourquoi il n'avait pas réussi à le distraire plus longtemps. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, ajoutant à sa peur. Mais soudain, le son béni des sirènes qui approchaient fendit l'air nocturne. Clay tourna brusquement la tête vers le bruit, la panique remplaçant la colère sur son visage. Tandis que les sirènes s'intensifiaient se dirigeant indéniablement vers eux, Clay se retourna et courut, disparaissant dans l'obscurité au-delà de la grange. Maggie n'essaya pas de l'arrêter, sa seule préoccupation était désormais d'assurer la sécurité de sa fille. Elle entendait des cris dehors, des policiers ordonnant à Clay de se rendre, d'une voix ferme et autoritaire. Quelques instants plus tard, un groupe de policiers a fait irruption dans la grange, armes au poing et lampes torchées balayant la zone. Police. Tout le monde à l'intérieur, sortez, main visible, a crié un policier à travers la porte. En l'absence de réponse immédiate, ils échangèrent quelques mots rapides avant que l'un d'eux ne retourne à la voiture de patrouille et ne récupère un outil lourd. Avec une efficacité éprouvée, ils forcèrent la porte, le bois se fendant autour de la serrure. Main en l'air. À genoux, ont crié les policiers en entrant dans le hangar. 3 des hommes obtempérèrent immédiatement, s'agenouillant, les mains levées. Mais Greg resta debout près de Rory, recroquevillé au sol. « Éloignez-vous de la fille », ordonna un officier en pointant son arme sur Greg. « Tout cela n'est qu'un malentendu », insista Greg sans bouger. « Dernier avertissement », dit fermement l'officier. « Éloignez-vous immédiatement, sinon nous utiliserons la force. » Avec une lenteur délibérée, Greg attrapa une bouteille sur une étagère voisine. « Tu ne comprends pas », commença-t-il en refermant sa main sur le goulot de la bouteille.
Lâchez prise, ont crié plusieurs policiers à l'unisson. Lâchez prise maintenant ou on tire. Pendant un instant de tension, Greg sembla sur le point de tenter une manœuvre désespérée. Puis, avec un juron, il laissa retomber la bouteille sur l'étagère et leva les mains. À genoux, ordonna à nouveau l'agent. Finalement, Greg obéit et s'agenouilla. Les agents s'avancèrent rapidement pour le menotter. Tandis qu'ils emmenaient les hommes dehors un par un, le regard de Greg se fixa sur Walter, debout dehors, le visage tordu de rage. Dans un sursaut de force, il se précipita sur Walter, manquant de peu de se libérer de l'emprise de l'officier. « Toi! C'est ta faute !» cria-t-il en tentant de donner un coup de tête à Walter avant que les policiers ne le maîtrisent complètement. Walter recula, sous le choc face à la violence de l'homme. Il regarda les policiers enfermer Greg dans l'une des voitures de patrouille, l'homme continuant de lancer des obscénités par la fenêtre. À l'intérieur de la grange, Rory est resté recroquevillé sur le sol, ses bras enroulés de manière protectrice autour d'elle tandis qu'un officier s'approchait doucement d'elle. 20 minutes après les arrestations, le calme du parc s'était transformé en une véritable effervescence officielle. 2 voitures de police supplémentaires étaient arrivées, ainsi qu'une ambulance et un véhicule transportant une assistante sociale. Un ruban jaune de sécurité délimitait la zone autour du hangar, et les policiers recueillaient les dépositions de Walter et des 2 joggeurs qui avaient participé à l'intervention. Les ambulanciers ont guidé Rory vers l'arrière de l'ambulance, où ils ont vérifié ses signes vitaux et lui ont offert une couverture malgré la douce température du soir. Une assistante sociale était assise à côté d'elle, lui parlant d'une voix douce que Walter ne pouvait pas entendre de là où il se trouvait. Walter regarda les 2 joggeurs terminer leur déclaration. Ils lui adressèrent un signe de tête en partant, l'un d'eux levant respectueusement le pouce. Walter éprouva une profonde gratitude pour leur intervention aux des inconnus qui avaient choisi de s'impliquer alors qu'ils auraient pu simplement s'en aller. Alors que le policier terminait d'enregistrer sa propre déposition, Walter vit Rory jeter un coup d'œil dans sa direction. Ses yeux, encore rouges de larmes, exprimaient une nouvelle gratitude hésitante. Elle dit quelque chose à l'assistante sociale, qui hocha la tête et fit signe à Walter de s'approcher. Walter s'approcha lentement, ne voulant pas accabler la fille après tout ce qu'elle avait traversé. « Merci », dit doucement Rory en arrivant à l'ambulance. Walter hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Je suis content que tu sois en sécurité maintenant. » Il s'accroupit à sa hauteur, puis fouilla dans son sac banane et en sortit délicatement les pilules qu'il avait trouvées plus tôt. Il les montra à Rory et aux fonctionnaires présents. « Rory, dit-il doucement, j'ai trouvé ça sous ton siège dans le bus. Je pense que tu devrais expliquer à ces gens pourquoi tu les prenais, surtout si c'était à cause de ce que ton beau-père te faisait subir. » Le visage de Rory se décomposa à la vue des pilules, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Son regard alterna entre Walter, l'assistant social, et la policière qui les avait rejoints. « Tout va bien, Rory, » lui assura l'assistante sociale. « Tu n'as aucun problème. Nous devons juste comprendre ce qui se passe pour pouvoir t'aider. » Rory prit une inspiration tremblante et commença à parler, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ma mère a divorcé de mon vrai père l'année dernière, commença-t-elle. Il a eu des ennuis avec la police pour fraude ou quelque chose comme ça. Puis maman a rencontré Greg et elle est tombée enceinte assez rapidement. » Rory marqua une pause, se frottant les bras comme si elle avait froid malgré la couverture. Maman est partie depuis 2 semaines. Elle est restée chez ma grand-mère, car c'est une tradition familiale, elle voulait accoucher là-bas et rester 1 mois pour s'occuper du bébé. L'assistante sociale prenait des notes pendant que Rory parlait, hochant parfois la tête de manière encourageante. « Quand Greg a-t-il commencé à te faire du mal ?» demanda doucement le policier. Le regard de Rory se posa sur ses mains. « Il y a 1 mois, murmura-t-elle. Il a commencé à venir dans ma chambre la nuit pendant que je dormais. J'avais tellement peur, mais il m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, surtout à ma mère, il nous tuerait, ainsi que le bébé. » Sa voix se brisa. Alors je me taisais tout le temps. « Et les pilules ?» demanda doucement Walter en désignant la boîte de contraceptifs.
J'ai commencé à me sentir malade le matin, a poursuivi Rory. Une fille à l'école l'a remarqué et m'a conseillé de prendre des pilules contraceptives. Je n'ai pas vraiment compris, mais elle m'a dit que ça m'aiderait à éviter de tomber enceinte, alors je les ai achetées avec mes économies. Le paramédical a échangé des regards avec l'assistante sociale, tous deux semblant inquiets. Rory, dit prudemment l'ambulancier, si tu te sentais déjà malade comme des nausées matinales, les pilules préventives ne serviraient à rien. Elles sont censées prévenir une grossesse avant qu'elle ne survienne, pas l'interrompre. Rory leva les yeux, confus et effrayé. Je l'ignorais. Je pensais qu'ils arrêteraient la maladie. Quelqu'un les a trouvés dans mon sac à dos à l'école, a-t-elle poursuivi. Alors j'ai commencé à les cacher sous le siège du bus, là où je suis toujours assise. Le policier posa doucement la main sur l'épaule de Rory. Rory, nous allons devoir contacter ta mère et ton école, et nous allons devoir te faire examiner par un médecin pour déterminer si tu es enceinte. Non, s'il te plaît, supplia Rory, la panique dans la voix. Je ne veux pas de ça. Je ne peux pas être enceinte, ma mère me détesterait. Ta mère ne te détestera pas, lui assura l'assistante sociale. Ce n'est pas ta faute, Rory. C'est ton beau-père qui a fait quelque chose de terrible, pas toi. Il faut qu'on parle à ta mère, dit l'officier avec fermeté mais gentillesse. On ne peut pas lui cacher ça. Les épaules de Rory s'affaissèrent en signe de défaite tandis qu'elle hochait la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Walter observa l'interaction avec le cœur lourd. Il avait déjà vu des enfants en difficulté lorsqu'il était chauffeur de bus, mais rien de tel. Il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention des autorités. Si ça te va, dit-il, j'aimerais accompagner Rory à l'hôpital. Je veux m'assurer qu'elle n'est pas seule en attendant sa mère. L'assistante sociale réfléchit un instant, puis hocha la tête. Ce serait parfait, monsieur Harmon. Nous devrons également recueillir votre déclaration à l'hôpital. Un des policiers s'est approché du groupe. Le directeur a été contacté, leur a-t-il dit. Il dit qu'il nous retrouvera à l'hôpital. Walter hocha la tête, se souvenant du message qu'il avait envoyé plus tôt et resté sans réponse. Sa professeure principale, Madame Margaret, est également au courant de la situation. Je l'ai appelée plus tôt quand j'ai commencé à m'inquiéter. Nous allons la contacter également, confirma l'officier. Maintenant, emmenons Rory à l'hôpital pour qu'elle reçoive les soins appropriés. De douleur et de colère, Dyson, c'est toi qui empoisonnes cette famille. On a tous essayé de te laisser la place pour que tu puisses donner la priorité à tes désirs et à tes besoins, mais ça n'a jamais été suffisant, n'est-ce pas? Le visage de Dyson se tordit de fureur. Je suis le premier enfant. Je mérite? Tu ne mérites rien, interrompit Daniel, la voix plus forte. Tu es comme un cancer dans cette famille, Dyson. Tu nous as tous fait du mal, mais m'avoir enlevé mes filles, c'est impardonnable. Daniel s'approcha, ses yeux plongés dans ceux de Dyson. Je pensais que tu avais changé. Je l'espérais. Mais tu n'es qu'une déception. Désormais, tu n'es plus mon frère. Tu ne fais plus partie de cette famille. Je veillerai à ce que tu croupisses derrière les barreaux pour ce que tu as fait à mes filles. Dyson, le visage déformé par la haine, rassembla toute la salive qu'il put et cracha directement sur Daniel. Les officiers qui tenaient Dyson l'ont rapidement tiré en arrière, le sécurisant plus fermement. Sortez-le d'ici, ordonna le détective Cuda, le dégoût évident dans sa voix tandis que la police conduisait Dyson à la voiture de patrouille qui l'attendait. Emma observa l'échange avec un mélange d'horreur et de soulagement. Le beau-frère qu'elle croyait connaître avait disparu, remplacé par cet homme furieux et rancunier. Mais il était désormais pris au piège. Il ne pouvait plus faire de mal à sa famille. Emma se retourna vers l'endroit où Freya et Sophia étaient examinées par les ambulanciers, Daniel se déplaçant déjà pour les rejoindre. Les filles s'accrochaient les unes aux autres, les yeux écarquillés et craintifs, ne se relaxant légèrement que lorsqu'Emma ou Daniel étaient dans leur champ de vision. Le détective Cuda s'approcha d'Emma, son visage était un mélange de soulagement et d'inquiétude. Emma,
Je sais que c'est difficile, mais il faut qu'on pose quelques questions aux filles sur ce qui s'est passé. Es-tu prête à être là avec elles? Emma hocha la tête, la gorge serrée. Bien sûr. Tout ce dont ils ont besoin. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'endroit où les filles étaient assises, Emma vit Dyson se faire pousser à l'arrière d'une voiture de police. Le véhicule s'éloigna. Son regard croisa le sien un bref instant, empli d'un mélange de honte et de défi. Emma détourna rapidement le regard, se concentrant sur ses filles. Le détective Cuda s'accroupit devant Freya et Sophia, sa voix douce. « Salut les filles. Je suis l'inspecteur Meyer. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé le jour où votre oncle Dyson vous a emmené au KFC ?» Freya, toujours la plus bavarde des deux, prit la parole en premier. Oncle Dyson a dit qu'il était notre nouveau papa maintenant. Il a dit que maman et papa étaient occupés et devaient partir en voyage d'affaires pour un très long moment. Le cœur d'Emma se brisa à ces mots. Elle aurait voulu interrompre les filles, les rassurer, mais elle savait qu'elle devait les laisser parler librement. Sophia hocha la tête, sa voix tremblante dans un murmure. Il est venu chez nous cet après-midi-là et nous a proposé d'aller au KFC avec lui. Nous avons accepté, mais nous ne sommes jamais rentrés. Il nous a emmenés dans différents endroits. C'était effrayant. Le détective Cuda hocha la tête d'un air encourageant. Vous êtes tous les deux très courageux. Pouvez-vous m'en dire plus sur les endroits où vous avez séjourné? Les filles décrivaient une série de motels et de bâtiments abandonnés, sans jamais rester longtemps au même endroit. Elles parlaient de sols froids, de repas maigres et du comportement de plus en plus erratique de Dyson. Il était différent, dit Freya, la lèvre inférieure tremblante. Pas comme l'oncle qu'on connaissait. Il était parfois méchant et il s'approchait beaucoup de nous. Ça nous mettait mal à l'aise. Emma ressentit une vague de nausée face aux implications des paroles de Freya. Elle échangea un regard inquiet avec Daniel, qui semblait tout aussi affligé. Le détective Cuda se tourna vers Emma et Daniel. Nous devrons procéder à un entretien plus approfondi plus tard, mais c'est un bon début. Il faudra aussi que les filles soient examinées à l'hôpital, par mesure de sécurité. Alors que la détective s'éloignait pour s'entretenir avec son équipe, Daniel prit Emma à part. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il d'une voix basse et douloureuse. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Emma le regarda, un sentiment de terreur s'installant dans son estomac. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel prit une profonde inspiration. « Dyson, ce n'est pas mon frère biologique. Mes parents, n'ayant pas pu avoir d'enfants pendant des années, ont adopté Dyson. Quelques mois plus tard, ma mère est tombée enceinte de moi. » L'esprit d'Emma était bouleversé par cette nouvelle information. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Mes parents l'ont toujours traité comme s'il était leur propre enfant. Ils ne voulaient pas qu'il se sente différent, explique Daniel. Mais Dyson s'est toujours senti comme un étranger. Il était jaloux du lien que j'avais avec nos parents, surtout après la naissance de Kevin. » Emma se souvenait de la tension qu'elle avait toujours ressentie entre les frères, du courant sous-jacent de ressentiment qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Mais pourquoi ferait-il ça? Pourquoi emmener les filles? Le visage de Daniel s'assombrit. Il y a plus. Il y a des années, Dyson a été impliqué dans des méfaits. Il a blessé quelqu'un, un collègue qui avait obtenu une promotion avant lui. Mes parents ont étouffé l'affaire et ont usé de leur influence pour lui éviter la prison. C'est pourquoi maman ne lui a jamais laissé le moindre pouvoir dans l'entreprise familiale. Elle avait peur de ce qu'il pourrait faire. Emma avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pendant tout ce temps, tu n'as rien dit. Je croyais qu'il avait changé. Daniel dit, la voix brisée, il semblait tellement aimer les filles, et je ne voulais pas ajouter de tension supplémentaire ou le faire se sentir aliéné lorsque toi ou les filles découvririez son passé. Il s'arrêta, ses mots s'éteignant, étouffés par le poids de ses regrets. Leur conversation fut interrompue par Laura, la mère de Daniel, qui se précipita vers eux, le visage strié de larmes. « Oh mes chéris !» s'écria-t-elle en serrant Emma et Daniel dans ses bras. « Je viens d'apprendre que les filles vont bien.
Alors qu'Emma assurait à Laura que Freya et Sophia étaient en sécurité, elle ne put s'empêcher de ressentir un pincement de colère. Combien de souffrances auraient pu être évitées si la famille avait été honnête au sujet du passé de Dyson? Le détective Cuda s'est à nouveau approché d'eux. Nous avons trouvé des preuves troublantes dans la chambre de Dyson, dit-elle gravement. De faux passeports pour les filles, ainsi que des billets d'avion pour un pays non extradable. Il semble qu'il prévoyait de disparaître avec eux. Les implications de cette situation frappèrent Emma comme un coup physique. S'ils n'avaient pas retrouvé les filles aujourd'hui. Nous avons besoin de vous tous au poste, a poursuivi l'inspecteur Cuda. Nous avons beaucoup de questions, et nous avons besoin des déclarations officielles de chacun. Alors qu'il se préparait à partir pour le poste de police, Emma regarda sa famille, ses filles traumatisées, son mari rongé par la culpabilité, sa belle-mère dévastée. Le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais ils étaient ensemble, et pour l'instant, cela devait suffire. Emma rassembla Freya et Sophia près d'elle, respirant leur odeur familière. « Tout va bien, mes amours » murmura-t-elle. « On rentre bientôt. On rentre tous. » Le poste de police était en pleine effervescence alors qu'Emma, Daniel, Laura et les filles étaient conduits dans des salles d'interrogatoire séparées. Le cœur d'Emma se serrait en voyant Freya et Sophia être doucement guidées par un psychologue pour enfants. Les filles s'accrochaient les unes aux autres, les yeux écarquillés de peur et d'incertitude. « Tout va bien, mes chéris », les rassura Emma avec un sourire forcé. « Papa et maman arrivent tout de suite. Ces gentils gens veulent juste vous parler un peu. » Alors que la porte se refermait derrière ses filles, une vague d'émotion monta dans la poitrine d'Emma, menaçant de déborder. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer face aux questions difficiles qui l'attendaient. Tout près d'elle, ses mains entourèrent les siennes, la ramenant au cœur de la tourmente. L'inspecteur Cuda conduisit Emma dans une petite pièce austère, avec une table et 3 chaises. « Je sais que c'est difficile, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « mais je dois vous interroger tous les deux sur d'éventuels conflits familiaux ou événements marquants survenus peu avant l'enlèvement des filles. Y a-t-il eu quelque chose qui aurait pu déclencher les actes de Dyson ?» Daniel fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Au bout d'un moment, ses yeux s'écarquillèrent de compréhension. « En fait, oui, dit-il, la voix lourde du souvenir. Environ une semaine avant la disparition des filles, nous avons eu une réunion de famille chez un notaire. Maman, Dyson, notre jeune frère Kevin et moi étions là pour régler quelques détails concernant l'héritage familial que maman avait préparé. » Laura hocha la tête, le visage marqué par la douleur et le regret. « J'avais préparé le partage de l'héritage, » ajouta-t-elle doucement. Dyson n'a reçu aucune part de l'usine familiale. Je lui ai attribué une somme d'argent et un terrain à la place. L'inspectrice Cuda se pencha en avant, la curiosité piquée. Et comment Dyson a-t-il réagi à cette nouvelle? Daniel échangea un regard avec sa mère avant de poursuivre. Il était bouleversé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas dit grand-chose sur le moment, mais on voyait la colère dans ses yeux. Je n'aurais jamais cru. Sa voix s'éteignit, étranglée par l'émotion. Laura tendit la main et serra celle de son fils. Nous avions nos raisons pour cette décision, expliqua-t-elle, mais avec le recul, je comprends que cela ait pu pousser Dyson à bout. Daniel hocha la tête, le visage empreint de culpabilité et de prise de conscience. C'est sûrement pour ça qu'il a fait ça, dit-il doucement. Il était jaloux, en colère. Il voulait nous faire du mal, me faire du mal, en prenant les filles. L'inspectrice Cuda nota une note dans son dossier, l'air grave. C'est une information importante. Elle fournit un mobile potentiel aux actes de Dyson. Nous devrons examiner les détails de cette réunion d'héritage et les documents signés. Tandis que l'inspectrice poursuivait son interrogatoire, Emma resta assise, stupéfaite, dans un silence absolu, assimilant cette nouvelle information. L'idée qu'un désaccord familial à propos d'argent ait pu conduire à l'enlèvement de ses filles était presque insupportable. Elle regarda Daniel et Laura, lisant la douleur et la culpabilité gravées sur leurs visages, et réalisa que les répercussions des actes de Dyson avaient touché toute leur famille.
Une fois les entretiens terminés à la station, la famille Kiss se retrouva réunie dans le hall. Freya et Sophia, épuisées mais soulagées de retrouver leurs parents, serraient fermement Emma et Daniel dans leurs mains. Laura se tenait à proximité, le visage exprimant à la fois soulagement et inquiétude persistante. L'inspectrice Cuda s'approcha d'eux, le visage adouci. « On en a fini pour l'instant. Un agent vous raccompagnera chez vous. » Elle s'accroupit à la hauteur des jumelles. « Freya, j'ai quelque chose pour toi. » Elle fouilla dans sa poche et en sortit les lunettes de Freya. Le visage de la jeune fille s'illumina de soulagement et d'excitation. « Tu les as trouvés ?» s'exclama Freya en les enfilant. « J'ai eu du mal à y voir tout ce temps. En fait, c'est ta mère qui les a trouvés pour toi. Je les lui ai juste empruntés, » ajouta l'inspecteur avec un sourire chaleureux. À la mention des lunettes, Emma retint son souffle. Elle se souvint soudain de sa promesse à la sans-abri. On pourrait faire un petit saut au KFC sur Lincoln Boulevard avant de rentrer? J'ai quelqu'un à voir. L'agent qui les accompagnait hocha la tête en signe de compréhension. Après avoir entendu l'histoire, ils sortirent du poste et montèrent dans la voiture de police. En voiture, Emma expliqua à la famille l'histoire de Maggie, la sans-abri qui avait fourni l'indice crucial permettant de retrouver les filles. Arrivée au KFC, le cœur d'Emma bondit de soulagement en apercevant Maggie à sa place habituelle. Elle se précipita. « Maggie !» cria Emma, la voix pleine d'émotion, « je les ai retrouvées. Tu m'as aidé à retrouver mes filles. » Le visage buriné de Maggie s'éclaira d'un large sourire. « Oh, merci Seigneur, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai prié pour toi. » Le reste de la famille les rejoignit. Daniel s'avança et lui tendit la main. « Merci, dit-il, la voix étranglée par la gratitude. Nous ne pourrons jamais vous rendre l'appareil. » Freya et Sophia, encore timides et bouleversées, ont offert de petits signes de la main et des remerciements discrets à la femme qui avait joué un rôle si crucial. Laura, submergée par l'émotion, prit la parole. « On ne peut pas la laisser ici. Maggie, tu as aidé nos filles à rentrer chez elles. Toi aussi, tu mérites un foyer. » Emma et Daniel échangèrent des regards surpris mais approbateurs. « Laura a raison, » dit Emma. « Maggie, aimerais-tu venir avec nous? On peut te trouver un logement temporaire en attendant de trouver une solution plus durable. » Maggie parut stupéfaite, son regard allant de l'un à l'autre. « Tu fais ça pour moi, » murmura-t-elle. Daniel posa doucement une main sur son épaule. « Bien sûr. Tu fais désormais partie de l'histoire de notre famille. » Des larmes coulaient sur son visage tandis que Maggie hochait la tête. « Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci infiniment à tous. » Alors qu'ils aidaient Maggie à monter dans la voiture de police, Emma ressentit une vague d'émotion. Ce qui avait commencé dans la peur et l'incertitude se terminait non seulement par le retour sain et sauf de ses filles, mais aussi par un acte de gentillesse qui semblait être le début d'une guérison. L'agent, souriant à la scène, leur demanda s'ils étaient prêts à rentrer. Emma regarda sa famille Daniel, les filles, Laura et maintenant Maggie et hocha la tête. « Oui, » dit-elle, la voix pleine d'espoir. « Rentrons. » En quittant le KFC, Emma savait que le chemin serait encore semé d'embûches, séances de thérapie, procédures judiciaires, long processus de rétablissement de la confiance et de la sécurité. Mais à cet instant, entourée d'amour et de bienveillance, elle se sentait prête. Ils étaient ensemble, en sécurité, et ils avançaient, un pas après l'autre, vers la guérison et un avenir meilleur.